pas grand-chose de foufou. OK. Non, moi aujourd'hui Alexis, je t'ai invité parce que, alors si tu veux, moi au tout début quand j'ai créé tout ça, ce que je voulais faire, c'est, inviter des personnes qui m'avaient inspiré dans ma pratique. Donc il y a ça et puis maintenant qu'au final, je connais de plus en plus de coachs, de pratiquants, je remarque que ce qui m'intéresse beaucoup en fait, c'est la personne en tant que telle, c'est le parcours. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais t'inviter. Je voulais, en savoir un peu plus sur Alexis Gabory, donc le l'évolution de, alors ne me parle pas de ta naissance et cetera, mais je je veux savoir comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui à coacher en calisthénie, donc écoute, merci de l'acceptation et Bah, puis je vais écoute, te laisser avec, te grand présenter. plaisir. Merci à toi pour l'invitation, du coup. Au plaisir. Bah, écoute, tu as le feu vert. Encore une fois, j'explique toujours que j'ai pas vraiment de ligne directrice. J'ai plus envie de savoir, voilà, déjà comment est-ce que tu as commencé la calisthénie? Et puis, je pense que ça va juste être une conversation assez fluide, mais, explique-moi un peu tes débuts, comment ça s'est passé exactement? Alors ça me demande de remonter un petit peu, de me creuser un peu la cervelle, c'est un bon exercice et c'est marrant parce que tu vois, j'écrivais justement un mail, aujourd'hui, j'écrivais un texte, où je parlais un petit peu du déclic qui m'a fait commencer, pas mal la calisthénie. Alors il y en a certainement eu plusieurs, mais je me souviens particulièrement d'un truc et c'est bien parce que j'ai les infos en tête étant donné que je l'ai écrit ce matin. Je me souviens d'un truc, tu vois, il y a quelques années. Alors bon, moi j'ai commencé, par la musculation parce que de base, je me sentais pas forcément très à l'aise dans mon corps, voilà, j'avais un physique tout ce qu'il y a de plus classique, j'avais des complexes et cetera et du coup, je m'étais lancé dans la musculation quand j'avais entre 16 et 17 ans. Donc c'était les premières fois que j'allais en salle de sport. Je me souviens même au début, j'allais avec ma mère carrément, tu imagines? Elle était inscrite dans une salle de sport, elle m'avait dit: «Bah vas-y, viens avec moi et tout, tu verras un petit peu comment ça se passe, machin». J'avais rencontré le coach, on avait discuté, il m'avait expliqué 2-3 trucs et tout, j'avais bien aimé. Donc j'ai fait ça pendant un paquet de temps, mine de rien, de manière, peu régulière parce que, bon, bah, voilà, c'est les premières années et j'étais jeune et j'étais plus intéressé par les filles et par les sorties, en boîte de nuit le samedi soir que par, aller faire mes séances, réellement, même si j'aimais bien ça. Donc j'ai fait ça pendant quoi? 5 années à peu près. Ouais, 5 à 6 ans, donc de 17 à 22-23, tu vois? Un truc comme ça. Période à laquelle j'ai aussi pas mal voyagé en parallèle. Bon, tu m'as dit de faire la version courte, je suis désolé, ça va peut-être pas être la version la plus courte, mais je fais au mieux. Donc ouais, j'ai voyagé en parallèle et à cette époque-là, je travaillais en hôtellerie et restauration dans le bar. Donc moi, j'ai fait un bac en restauration et une mention, barman. Donc je travaillais dans les bars à cocktails à Londres et j'ai travaillé à Sydney aussi. Donc au total, ça représente à peu près 3 années de ma vie. Jusqu'au jour où, bah, j'en ai eu marre de ce mode de vie, la vie de nuit et cetera, les sorties, l'alcool et cetera, la weed aussi. J'ai fait un virage à 180°, en découvrant les vidéos de développement personnel sur YouTube et après ça, j'ai décidé de me réorienter, donc je suis parti voyager seul, puis, j'ai fait mon diplôme de coach. J'ai passé mon diplôme de coach à Bordeaux, c'était en 2018 de mémoire. Donc là, tu avais quel âge? Parce que j'ai l'impression qu'il y a dû beaucoup d'années entre les 17 ans de muscu, bar où tu faisais aussi barman. Ça, c'était que de la muscu? Ouais, à cette époque-là, je faisais essentiellement de la salle, ouais, OK. classique, quoi. Ouais, Et donc du coup, j'avais de ton 17 à, ouais, 22-23 ans, je pense, j'ai eu le déclic et j'ai OK. tout arrêté. Donc voilà, j'ai commencé la calisthénie à ce moment-là. Je me souviens que j'avais commencé les vidéos YouTube au même moment, donc avant de faire mon diplôme de coach, pour le coup, quelques temps avant, une année avant, je pense. J'avais commencé à faire des vidéos YouTube, voilà, je parlais un petit peu, bon, je disais ce qui me passait par la tête, voilà, en regardant les vidéos, c'était assez risible, mais bon, ça fait partie du jeu. Ouais, et puis après, après j'ai passé mon diplôme de coach et puis, en fait, le 1er truc, le premier vrai, événement déclencheur, c'est, on était parti dans le sud de la France, entre la France et l'Espagne avec des amis et tu vois, bon, bah, forcément, on n'avait pas de salle de sport, on était parti en van et tout pendant une petite semaine et on s'est dit: «Vas-y, bah, on va quand même pas rien faire pendant une semaine», donc on est parti s'entraîner dans un petit parcours sportif,
qui était près d'Argelès-sur-Mer, près de la frontière. Et ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, on a rencontré un mec, mais une machine de guerre, vraiment. Et le gars était trop chaud, tu vois, il avait un physique. En fait, il était gymnaste de base. Et il était vraiment trop chaud, il arrivait à faire plein de trucs. Et franchement, tu vois, bon, faut se remettre un petit peu en condition. Ça fait pas 15 ans, mais ça fait quand même plusieurs années. Et à l'époque, moi, je connaissais pas, tu vois, ce monde-là de la calisthénie, ou très très peu. C'était les débuts. Je commençais à faire mes premières tractions. Voilà, j'avais très peu d'expérience. Et ce gars-là m'a énormément inspiré. Alors au début, il m'a mis une grande claque et je t'avoue que j'étais ultra démotivé parce que je me suis dit mais comment c'est possible de savoir faire tout ça? Le gars faisait des backflips, des 360 à la barre, des muscle-up, des handstand push-up, enfin tout ce que tu veux, tu vois, ultra complet, ultra fort. Et en plus de ça, il avait un physique monstrueux. Donc ouais, ça m'a pas mal démotivé au début. Je me suis dit waouh. Je crois même que les semaines d'après, je me suis pas entraîné tellement j'étais au fond du trou, pour te dire. Et puis derrière, ça m'a donné surtout un gros élan de motivation, une inspiration. Et finalement, tu vois, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je sais pas du tout ce que devient ce gars-là, je sais pas du tout comment il s'appelle et tout. On avait discuté, mais c'était une rencontre de vacances. Bref, voilà un petit peu comment j'ai commencé. Et puis certainement en tombant par la suite, en cherchant sur des tutos comment apprendre à faire le handstand, le front lever. Je pense que j'étais tombé sur des vidéos de Gabo Saturno, Chris Heria, Osvaldo, le gars Mmh. qui était dans Tenix à l'époque. Et puis il y avait qui d'autre? Je pense que c'était mes premières grandes inspirations. Et puis ouais, c'est à peu près comme ça que j'ai commencé. Puis derrière, j'ai OK. commencé les vidéos sur YouTube. Puis j'ai passé mon diplôme de coach. Et voilà, pour te la faire un OK, peu un peu voilà, rapide sur la fin. non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, j'ai 2 questions que je vais te poser. Quand tu as commencé du coup ton diplôme de enfin, quand tu as passé ton diplôme de coach, c'était quoi l'idée derrière? Tu voulais coacher en salle? Tu avais déjà ce projet de coacher en ligne ou comment ça s'est passé exactement? Ouais, alors moi j'ai tout de suite eu ce truc de coacher en ligne. D'ailleurs, je me souviens dans ma promo, tu vois, j'étais le seul vraiment à vouloir coacher en ligne. Et je faisais déjà des vidéos à l'époque, comme je l'ai dit, sur YouTube. Et du coup, c'est marrant parce que tous les gars de ma promo, parce qu'on était essentiellement des mecs, ils avaient pour projet de travailler dans une salle de sport classique ou d'ouvrir leur salle de sport. Et moi, j'étais le seul qui, c'était sûr et certain, déjà tout de suite dans ma tête, je bosserai jamais dans une salle de sport. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que en fait, j'avais déjà connu le salariat et je savais pertinemment que c'était pas pour moi parce que j'ai toujours eu des soucis avec la hiérarchie, avec les personnes qui étaient placées plus haut que moi et qui me disaient quoi faire. Clairement, j'avais du mal avec ça. Je valorise énormément la liberté et pour moi, le salariat c'est tout sauf la liberté. Encore une fois, je parle en mon nom. Ça veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais pour moi, ça me correspondait pas. J'avais du mal avec le fait de mettre un réveil, de devoir me pointer à telle heure, voilà, de respecter les ordres et tout. J'avais beaucoup de mal avec ça. Particulièrement en hôtellerie, qui est quand même voilà une profession qui demande, en tout cas quand tu travailles dans des établissements renommés, des établissements un petit peu de luxe. Quand tu travailles au Formule 1 du coin, c'est peut-être pas la même chose, mais quand tu travailles dans des 3 à 4 étoiles, ça demande quand même une certaine rigueur, ça demande d'être ponctuel, ça demande d'être voilà, certaines qualités. Donc ça, j'avais du mal. Et la deuxième chose, c'est que au moment où j'ai eu ce déclic justement de partir voyager, de faire ma reconversion dans le monde du sport, en fait, j'avais du coup découvert les vidéos de développement personnel et des mecs qui gagnaient leur vie déjà sur Internet avec des vidéos de développement personnel. C'est aussi, donc ils vendaient des formations, ils vendaient du coaching, du consulting, etc. C'est aussi la période où j'ai découvert Antoine Fonbonne, qui lui aussi faisait la même chose sur Internet, mais du coup dans le domaine du sport, et qui m'a fait prendre conscience que c'était possible de vivre euh, en ligne de sa passion. Donc pour moi, c'était clair dès le début, je voulais pas travailler en salle de sport parce que j'avais conscience que c'était possible de travailler en ligne et que je voulais être libre géographiquement et être mon propre patron. Et voilà, que j'avais conscience aussi que c'était possible d'en vivre simplement Mmh. et de gagner de l'argent grâce à du coaching à distance ou de la formation en ligne. OK, et du coup, tu as dit que tes vidéos YouTube, ça avait commencé Ouais. avant ta formation de coaching en ligne. Du coup, c'était quoi l'idée quand tu as ouvert ta chaîne YouTube? Tu t'es dit, «Je suis fan de enfin, je ça me fait kiffer de construire de faire du contenu
et du coup, j'ouvre ça dans le but de me faire kiffer? Ou alors c'était déjà en mode: «Bon, bah, peut-être que c'est la 1re étape de, je commence à construire un peu mon empire et je vais, potentiellement attirer des clients», comme ça? Je te pose cette question parce que moi, je me rappelle que quand, enfin, je me replonge un peu à cette même période-là. Pour moi, la seule stratégie qui existait pour devenir coach en ligne, c'est construire une audience sur YouTube, devenir «connu» entre Mmh. guillemets, et les gens allaient te contacter pour du coaching. C'était un peu mon idée dès le départ, quoi. Ouais, bah, on a eu exactement la même idée, la même représentation du truc, je pense, parce que quand j'ai commencé à faire les vidéos, l'objectif premier, c'était effectivement dans un objectif professionnel, tu vois? Je savais que à un moment donné, il allait falloir que je vive de ce que je fasse parce que, j'allais pas pouvoir vivre chez mes parents indéfiniment et que le chômage, ça dure qu'un temps. D'ailleurs, j'ai pas eu le chômage, mais bref, puisque je travaille à l'étranger. Ouais, c'est pour dire que voilà, l'idée première, c'était évidemment de monétiser ce truc-là. Mais je savais bien, tu vois, que ça allait pas se faire du jour au lendemain. Premièrement, parce que j'y connaissais pas grand-chose. Alors oui, j'avais un petit peu d'expérience en musculation, en tant qu'amateur, mais la calisthénie, c'était un tout nouveau monde qui s'offrait à moi. J'avais pas vraiment de compétences et donc j'ai vu aussi cette opportunité de faire des vidéos comme le fait de maîtriser, l'art que je voulais enseigner, tu vois? Souvent on dit, il y a pas de meilleure, chose pour enseigner que que comment dire? Il y a pas de meilleur moyen non, c'est pas ça, c'est il y a pas de meilleur moyen pour apprendre que d'enseigner. Mmh. Donc en enseignant, en fait, tu intégrais beaucoup plus facilement les informations que tu, prodiguais et donc ça m'a beaucoup aidé déjà d'un point de vue, aisance à l'oral, être capable de construire des idées, écrire des scripts, rédiger des textes, voilà, même c'est des trucs tout bêtes, mais faire des posts Instagram, et cetera. Tout ça, ça m'a aidé. Parler, face cam, à la caméra, ben, ça m'a aidé aussi à être capable d'aligner une phrase, plusieurs phrases idéalement sans regarder, ton script, faire du montage vidéo, bref, toutes des compétences qui sont indispensables quand tu, as l'ambition de, vivre sur internet. Mmh. Donc ouais, c'était l'idée première, c'était vraiment d'en faire ma profession. Mais je savais bien qu'au début, voilà, ça allait demander du temps, de l'expérimentation, des essais-erreurs avant tout. Et du coup, bon, maintenant que tu as planté un petit peu le contexte, comment ça s'est passé, OK, tu ouvres ta chaîne YouTube, tu as ton diplôme, comment tu as ton premier client? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que tu as eu, je sais pas, différentes phases? Est-ce qu'il y a un moment donné, tu as voulu arrêter? Comment ça s'est passé de ton côté? C'est une bonne question. Franchement, le premier client, je saurais même pas te dire le premier client, franchement, ça fait tellement de temps que je m'en souviens pas. Enfin si, je me souviens de son prénom, il s'appelait Alexandre. D'ailleurs, je le remercie pour m'avoir, fait confiance, mais non, je saurais pas dire. Je pense que la première fois, en fait, j'ai commencé par acheter un programme, me faire coacher par, je pense que tu vois qui c'est 2 Allemands qui s'appellent, sur YouTube Calisthenics Family. Ah, Calisthenics Family? Ouais, Parce 2 que je non, c'est pense pas d c'est des Hollandais, pardon, je pense. ah, OK, parce que moi je vois 2 Allemands Calimove. Ouais, non, c'est pas eux. OK. Bref, dans les pays de l'Est, hollandais ou allemands, je sais plus, Calisthenics Family, c'est 2 jeunes, 2 frères d'ailleurs, je pense, qui à l'époque proposaient du coaching et cetera. Donc je leur avais pris un programme d'entraînement de nutrition, juste pour voir un petit peu comment ça se passait parce que je voulais le faire, mais bon, la première étape avant de coacher, bah, c'est de soi-même se faire coacher, forcément. Donc je me suis fait coacher, même si bon, c'était pas la meilleure expérience, mais au moins ça m'a donné un aperçu un petit peu de ce que je pouvais proposer. Et derrière, bah, j'ai simplement repris un petit peu les grandes idées de ce qu'il m'avait proposé en l'adaptant à ma sauce et en le proposant aux personnes qui me suivaient en disant voilà, bah, si jamais vous voulez que je vous accompagne dans votre parcours, je peux vous aider. Alors évidemment, au début, je faisais payer, des prix dérisoires, parce que tu as le syndrome de l'imposteur et puis parce que voilà, c'est normal, c'est les premières personnes que tu fais donc que tu coaches, que tu accompagnes donc c'est logique. Mais ouais, c'était ça, ça a été très lent, on va dire, au début. Ça a vraiment pris son temps et après tout s'est un petit peu accéléré après le Covid, où là, bah, il y a eu un gros engouement autour de la pratique, à la maison et où mon activité a commencé à décoller un petit peu plus, quoi. Mais ça a été très, très progressif. J'ai pas OK. explosé du jour au lendemain, quoi. Mmh, mmh mh.
OK et du coup, aujourd'hui alors tu vis 100 tu vis 100 de ça. Alors je sais pas vraiment quelle direction est-ce qu'on va emprunter là-dessus parce que là on est un peu sur la sphère, professionnelle, mais est-ce que là aujourd'hui, bon tu vois un peu, on est replongé un peu dans le passé, tu te vois là maintenant aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà de la vision sur, je sais pas, rien que l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans? Parce que là, on est quand même à un quel âge est-ce que tu as? Je pense qu'on a plus ou moins le même âge. Tu as 1 an de plus, je Je pense? 28. Ouais. Ouais. Tu Et vois, c'est toi? quand même un âge, moi j'ai 27, je sais pas si OK. tu me poses la OK. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je disais, j'ai l'impression qu'on est quand même à un âge charnière où au final, on a accompli certains projets, mais vu qu'on continue à grandir, il y a peut-être certaines choses qui changent aussi, qui évoluent. Mmh. Heu, Comment tu vois la suite, toi? Là, maintenant que tu es officiellement, si je peux dire ça comme ça, coach en calisthénie, tu as ton business qui est en ligne. Tu te vois continuer, tu te vois changer, tu te vois retourner barman? Alors ça clairement pas. Clairement pas. Non, non, ouais, je me vois continuer. Après, dans quelle mesure, dans quel, laps de temps, j'en ai aucune idée parce que les choses changent très, très rapidement et voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir un autre déclic, une autre page qui se tourne dans notre vie et un autre chapitre qui s'ouvre. Donc je peux pas te dire franchement, aussi longtemps que je kifferais faire ce que je fais, je le ferai, je pense. Hem Ça peut durer 1 an, ça peut durer 10 ans, je sais pas, franchement, c'est une bonne question, mais pour le moment, ouais, je me vois tout à fait, continuer là-dedans. Bon, évidemment, il y a eu un petit, changement de direction là, ces derniers temps, fin 2023, puisque j'avais monté, en collaboration avec Simon Opto, la plateforme d'entraînement Stenios, qui était une plateforme dédiée à la calisthénie et puis, pour des raisons, pour diverses raisons, j'ai décidé de me séparer de ce projet parce que j'avais besoin de plus de liberté, de pouvoir expérimenter différentes choses. Je suis un profil qui est un petit peu électron libre dans ma pratique physique et j'aime bien toucher à différentes choses. Et là, le projet de Stenios, bien qu'il m'emballait beaucoup, c'était très restrictif, quoi. Ça tournait exclusivement autour de la calisthénie et je me voyais pas me renfermer dans ce truc-là pendant encore très longtemps. Donc bon, j'ai pris la décision de partir parce que, bah, voilà, je me voyais pas continuer, au long terme et plus j'aurais attendu, plus ça aurait été difficile de partir, pour, moi comme pour Simon. Donc voilà, il y a eu un petit, virement de situation. Là, j'ai plutôt envie de m'orienter vers, bah, comme on en a discuté en off, hein, le fait d'accompagner des personnes à devenir des athlètes qui soient polyvalents, qui soient complets, qui soient capables de s'exprimer dans différentes qualités physiques et pas se restreindre exclusivement au développement de la force et de l'hypertrophie. Mais voilà, toucher un petit peu à plein de trucs, l'équilibre, la souplesse, le cardio, l'endurance de force, l'explosivité, bref, essayer d'être le plus polyvalent possible. Ouais, c'est ça qui me parle et c'est aussi, un bon truc pour moi. Ça me correspond pas mal puisque c'est un domaine qui, finalement n'a pas vraiment de limites et où tu peux explorer, indéfiniment. En vérité, ça a pas de limite. Donc tu pas contraint de rester dans un truc qui, bah, peut-être dans 1 an, dans 2 ans te parle pas, tu vois? Te parle plus. Si tu as envie de tester différentes choses et ben, tu peux le faire puisque finalement, c'est très large comme, domaine quoi, on va dire. Mmh. Du coup, pour nous donner un peu une idée, là, aujourd'hui, ça ressemble à quoi tes entraînements? Sur quoi est-ce que tu bosses? Parce que, être complet, bon, moi, évidemment, je vois à quoi ça ressemble, mais pour que ce soit un peu plus explicite, est-ce que tu as des objectifs en particulier? Comment tu structures tes entraînements sur la semaine? Ouais, bah, c'est une bonne question, tu vois? Parce que bon là, j'étais parti en Thaïlande pendant quasiment 1 mois, donc c'était en mode, voyage et voilà, les entraînements étaient un petit peu mis, au ralenti pour avoir le temps de faire autre chose, de ce voyage et pas, passer, mes journées à l'entraînement et à la salle. Donc c'était un petit peu en mode maintenance, voilà, j'expérimentais différentes choses, je m'entraînais sans matériel et cetera. Je faisais avec les moyens du bord, donc principalement, en fait, la calisthénie, ça reste comme tu en as parlé aussi avant off, ça reste vraiment le véhicule de base, le moyen principal pour, exprimer, pour s'améliorer dans les différentes qualités physiques. Ça, c'est vraiment, le b.a.-ba quoi, c'est vraiment le truc qui me tient à cœur et voilà,
c'est important pour moi de continuer à utiliser ce moyen-là, sans pour autant négliger les autres, la musculation et les autres disciplines connexes qui peuvent aussi être tout à fait utiles pour développer d'autres qualités. Mais en gros, à quoi ressemblent mes entraînements? Alors à l'heure actuelle, bah justement, je suis en train de travailler sur un système d'entraînement qui permettrait de, euh, de développer différentes qualités physiques en simultané. Tu vois, souvent on a un peu la fausse croyance de penser que c'est pas possible ou c'est très difficile de développer plusieurs qualités physiques en simultané dans sa semaine ou voilà dans son cycle d'entraînement. Bah moi j'ai envie de challenger ça un petit peu et justement pour le moment je suis en phase d'expérimentation on va dire où là je teste pas mal de choses. Donc la structure actuelle que j'utilise c'est de la mobilité en début de séance. Après soit du travail technique, soit du travail d'explosivité. Donc bon, ça peut être plein de choses, hein, ça peut regrouper beaucoup de choses. Ça peut être du travail de handstand, du travail de handstand push-up, du jonglage, ça peut être des sauts, ça peut être du muscle-up, ça peut être voilà mille et un trucs. Après, tu as une partie plus force et hypertrophie, où là, en gros, c'est le corps de ta séance, et du coup, bah, tu utilises principalement les mouvements de base. Après, les mouvements de base peuvent varier. Tu as en gros un mouvement de tirage, un mouvement de poussée, un mouvement chaîne antérieure bas du corps, un mouvement chaîne postérieure bas du corps. Et après ça, tu as du renforcement, soit sur les maillons faibles, soit sur de l'hypertrophie, sur des mouvements d'isolation. Et après ça, tu as du cardio ou de l'endurance de force. Donc ça peut être des choses inspirées un petit peu du CrossFit, des circuits, des AMRAP, des formats for time. Ça peut être du fractionné, ça peut être voilà, il y a plein de choses. Donc évidemment, je peux pas tout faire à la fois. Donc là, j'expérimente déjà un panel OK. de ces trucs-là. Mais dans l'idée, voilà, j'aimerais créer un genre de template en fait où tu sélectionnes un petit peu tes objectifs, OK. tu vois, pour que ça puisse convenir au plus grand nombre. Ok, bah, si tu as envie de devenir meilleur en handstand, développer ta force de tirage, réussir le Nordic curl ou le pistol squat lesté, et puis en complément travailler sur ta mobilité et devenir aussi bon en fractionné, bah, tu pourrais potentiellement le faire. Donc c'est encore en phase d'expérimentation, mais c'est en bonne voie. Donc voilà, OK. je sais pas si c'est très clair pour les gens qui nous écoutent, mais Bah, c'est vrai quand tu as expliqué, je me dis: «Putain, OK, cool, l'organisation, ça me semblait super logique», mais au fur et à mesure que tu avançais, je me dis: «Mais attends, sa séance, elle fait combien de temps là?» Donc tu m'as un peu rassuré sur le fait de choisir du coup en fonction de ouais, peut-être ouais. du temps et de ce que tu veux faire. Évidemment, tu fais pas tout à la fois, hein. Tu OK, sélectionnes en gros un c'est truc sur lequel tu veux devenir bon dans chacune des qualités physiques respectives. Voilà, ou plusieurs. Mais ouais, tu peux pas être partout, ça c'est une mmh, évidence. Et généralement, le moins t'es dispersé, le plus c'est efficace. Donc le but c'est pas d'être partout, mais c'est de quand même être capable de toucher à toutes les qualités physiques dans ta semaine, tu vois. Parce que pour avoir fait justement une année de spécialisation en streetlifting, bah, c'est très cool parce que pendant une année, j'étais focus à fond sur le développement de la force. Mais je me suis rendu compte, alors bien que j'ai pas tant perdu que ça au final, que ben, je pouvais pas pratiquer mon handstand, je pouvais pas, enfin mon équilibre, je pouvais pas continuer à jongler, je pouvais pas continuer à travailler sur ma mobilité, je pouvais pas faire de cardio, bref, parce que sinon mes séances elles auraient duré, tu vois, j'aurais mmh. passé 4 heures par jour à la salle. C'était pas viable d'un point de vue productivité et organisationnel. Donc voilà. Ouais. Voilà un petit peu pour ce qui est de comment je m'entraîne en ce moment. C'était un peu ma question que je gardais en tête, comment tu as été du coup, amené à avoir cette vision? Parce qu'au début, si on reste uniquement là sur toi, ouais, ta vision et ton kiff en termes de sport, il y a eu, si je comprends bien, 1 muscu, 2 calisthénie, 3 street lifting. Ouais. Comment tu en es arrivé aujourd'hui à te dire: «Bon, bah, en fait maintenant», tu nous as donné un peu des éléments de réponse, mais retrace-moi un petit peu, bon, je vois que tu es très fort à être, bref et c'est bien. Donc retrace-moi un petit peu, justement l'évolution et qu'est-ce qui t'a fait passer en fait, de step en step, jusqu'à aujourd'hui? J'espère ma question est claire. Mmh, tu veux dire, ouais, ouais, quels ont été les déclics pour chacun des passages de ma pratique sportive, c'est ça?
Bon, tu nous as déjà expliqué que tu allé à la salle avec ta maman, donc la musculation, on a La compris. Le musculation, c'est bon. passage muscu à calisthénie, on a compris. Mais du coup, c'est plus, ouais, qu'est-ce qui t'a fait passer de calisthénie à streetlifting? Parce que, bon, on en a pas vraiment parlé. On a des sujets à aborder, mais c'est vrai que tu quand même bien performé en streetlifting. Explique-nous un peu, Alors, cette transition. c'est là aussi, c'est une bonne question, tu vois? Parce que je pense que ça s'est vraiment fait, «malgré moi» entre guillemets. Dans le sens où je pense que j'ai beaucoup été influencé par les réseaux, tu vois? Sur Instagram, bon, bah, tu suis un mec, puis, ce mec te fait découvrir un autre mec, puis ce mec te fait découvrir un autre mec, et cetera, et cetera. Et finalement, tu te retrouves à faire un truc que de base, tu étais pas du tout censé faire parce que tu es inspiré par le gars que tu viens de découvrir 2 semaines auparavant. Bah, c'est un peu comme ça, tu vois? Que j'ai découvert le streetlifting et que je m'y suis mis. Ça a pas été un truc ultra conscientisé et réfléchi. Après bon, faut dire aussi que voilà, la calisthénie, le streetlifting, c'est, oui, il y a des différences évidemment, mais ça reste quand même des trucs qui sont ultra proches dans le sens où, le streetlifting, bon, bah, c'est les 4 mouvements, squat, muscle up, traction dips. Mais avant ça, je faisais déjà beaucoup de traction, traction lestée, dips lesté. Muscle up, j'en faisais au poids du corps, même parfois un petit peu lesté. Et le squat, j'avais commencé à toucher doucement voilà, à ce mouvement, parce que, bon, bah, faire de la calisthénie, c'est bien, mais moi, j'avais déjà cette envie d'être, oui, d'être fort sur le haut du corps, mais tu vois, si demain j'avais besoin de pousser un truc avec mes jambes, que je puisse aussi le faire en fait, et que je sois pas limité et que j'ai pas aussi des jambes toutes fines, même si bon, de morphologie et ça va, j'ai pas des jambes non plus toutes fines de base, mais bref, c'était surtout dans une envie d'être déjà complet à l'époque. Et le streetlifting, ça représente bien ça aussi finalement. Alors oui, c'est axé sur la force essentiellement, mais tu vois, ces 4 mouvements-là, si tu es capable d'être bon sur un pattern de poussée, un pattern de tirage, un pattern de bas du corps, bon, bah, déjà, ça veut dire que tu travailles, tu es capable d'exprimer de la force sur la quasi-intégralité des groupes musculaires du corps humain. Et du coup, ça me parlait beaucoup, et je pense que c'est pour ça que je me suis aussi tourné vers ça, vers cette discipline. Il y a aussi l'aspect compétitif qui m'intéressait. En fait, j'ai jamais été quelqu'un de compétitif, tu vois. De base, je suis même pas sportif, comme je l'expliquais dans certains posts. Je préférais passer mes journées, mes après-midi, mes soirées sur WoW avec des amis quand j'avais 15 à 18 ans, tu vois, plutôt que d'aller sortir faire du vélo ou faire du sport. Donc j'ai jamais eu cette nature sportive. Je me suis découvert sportif vraiment tard. Euh, et ouais, le streetlifting, en fait, j'avais cette envie de me tester, de me comparer un petit peu aux autres, euh, de me comparer à moi-même aussi, et d'avoir cette possibilité de faire mieux, et de manière précise, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, ouais, faire. Essayer de devenir meilleur, mais en respectant les règles qui sont imposées, le règlement, en faisant face au jury, etc. Donc c'est tout un ensemble de trucs, mais l'aspect compétitif et le fait de se confronter aux autres, c'est un truc qui m'a parlé, et j'avais ce besoin d'expérimenter un truc un peu plus compétitif, chose que j'avais jamais fait par le passé. Donc je pense que c'est pour ces raisons-là, tu vois, que je me suis orienté vers le streetlifting, essentiellement, ouais. Mais moi, ce que je voudrais du coup savoir, c'est, bon, petite parenthèse, du coup, nous, on s'est rencontrés pour la première fois, en IRL, dans la vraie vie, à la dernière compétition du coup que tu as faite, enfin, si je ne me trompe pas, c'est la compétition nationale, en France. Ouais, tout à fait. Tu nous en parleras un peu plus tard, mais là, tu nous dis que du coup, voilà, tu as pratiqué le streetlifting. Bon, tu as quand même participé à c'est pas non plus, un sport aussi, répandu que le foot ou le basket, mais bon, tu fais quand même partie des meilleurs aujourd'hui en France, en tout cas. Comment ça s'est fait, c'était quoi ta première compète? Explique-nous un peu le moment où tu t'es dit: «Putain, mais en fait, peut-être je peux participer à des compètes», tu vois? Comment ça s'est passé? La première compétition que j'ai fait, donc c'était début 2023, donc l'an dernier. Et c'était les premiers pas de la FNSL. Donc pour ceux qui connaissent pas, la FNSL, c'est la Fédération nationale de streetlifting, qui est organisée à Honner de la Courneuve à Paris tous les ans. Donc il y a plusieurs compétitions.
Donc c'était ça, les premiers pas. Je me suis dit, vas-y, bah, les premiers pas, en gros, c'était un petit peu les championnats de France espoir, quoi, pour résumer, pour schématiser. Et je me suis dit, bah, ouais, j'ai suivi la FNSL. En fait, j'ai suivi les championnats du monde qui avaient eu lieu en 2022 à Final Rep, donc en Allemagne. J'ai suivi les championnats de France qui ont eu lieu aussi en 2022, fin d'année 2022. C'est à ce moment-là que vraiment j'ai découvert le monde du streetlifting avec les compétitions, avec les lives, avec voilà les résultats affichés sur les pages Instagram et tout. C'est là que ça m'a motivé. Je me suis dit, ah ouais, c'est cool comme pratique et tout. Tu te confrontes aux autres. Voilà, tu vois qui est le meilleur, quoi. Et puis sur une discipline où, encore une fois, il faut être bon partout, quoi. Il n'y a pas que, tu vois, c'est pas parce que tu es un monstre aux tractions que t'as l'avantage, quoi. Si derrière t'es zéro en dips et que t'es zéro en squat, bah tu vas pas performer. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai commencé les premiers pas. Donc je me suis inscrit en fait, hein, j'ai testé mes max, j'ai fait quelques mois de préparation et je me suis inscrit directement. J'ai été sélectionné, je suis monté à Paris pour faire la première compétition. Et là, tout de suite, bah, déjà, je m'attendais pas du tout à ce que le niveau soit aussi haut. Et j'avais fait troisième, je crois de mémoire, j'avais fait un total à 400. Je ne saurais plus te dire la répartition en termes de perf, mais bref. Et ouais, c'est comme ça que ça m'a pris. J'avais grave aimé les sensations sur le moment, l'ambiance générale, l'entraide, l'engouement, enfin bref, tout ce que tu peux vivre pendant le jour de la compétition, j'avais adoré en fait, tu vois, je m'étais dit waouh, en fait c'est des sensations de fou, quoi. C'est des trucs que tu retrouves pas quand t'es tout seul dans ton Basic Fit et que tu t'entraînes solo, quoi, tu vois. Là il y a vraiment une émulation et c'est ultra motivant. Alors oui, tu en chies parce que forcément ça implique une certaine discipline, de pouvoir s'entraîner pendant longtemps sur les mêmes mouvements sans déroger à la règle, sans skipper d'entraînement, en faisant des trucs que t'as pas forcément envie de faire. Mais le jour J, en fait, c'est une consécration et t'es content d'avoir fait. Enfin, tu sais pourquoi tu t'entraînes à l'année, en fait. Et du coup, pour moi, c'était un truc nouveau, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est trop cool la compétition. En fait, Mmh. je vais en faire plein, quoi. Et en fait, je me suis donné l'année 2023 pour faire full compétition. Enfin, entre guillemets, le plus possible parce que c'est pas vraiment ça, mais j'ai fait du coup les premiers pas qui étaient en début d'année. Après, j'ai fait la FNSL Grand Ouest. Donc là, ça concernait exclusivement la Bretagne et les Pays de la Loire, qui étaient du coup à Nantes, donc plus proche de chez moi. Donc j'ai fait ça. Et après, j'ai fait les championnats de traction. Donc là, c'était uniquement traction, c'était pas les 4 mouvements. Championnat de France de traction où Là j'ai où du tu es le coup meilleur en été. plus, non? Comment? Je dis c'est pas là où tu es le meilleur en plus? Ouais, traction, c'est un peu mon mouvement Mmh. des cas. En fait, je suis pas, je suis exceptionnel nulle part, tu vois, mais j'ai un profil assez équilibré, on va dire. Je suis mauvais nulle part, mais je suis pas excellent non plus dans un des 4 mouvements. Donc, disons que j'ai un profil assez linéaire. Et ouais, traction, s'il y a un des 4 mouvements sur lequel je suis le plus à l'aise, c'est celui-là. Et j'ai fait du coup vice-champion de France de traction en 2023 en catégorie moins de 87. Donc ça, c'était en fin d'année, je crois, c'était de mémoire en octobre 2023. Et après ça, il y a eu les championnats de France pour lesquels j'ai été sélectionné en moins de 94 et où j'ai fini cinquième. Donc voilà, c'est les 4 compétitions que j'ai fait en 2023. Je me suis dit, vas-y, bah, quitte à faire de la compétition, quitte à te plonger dans le monde du streetlifting, fais-le à fond, fais-le pendant au moins un an entièrement, voilà, en te dédiant exclusivement à ça. Et implique-toi comme si ça faisait 10 ans que tu en faisais et que c'était ta vie, quoi. Mmh. Pour vraiment expérimenter un petit peu le processus de la compétition, les enjeux que ça engendrait. Et voilà, je l'ai fait à fond. Et par contre, quand j'ai arrêté, j'étais très content d'arrêter parce que j'avais en tête en fait de revenir un petit peu à mon premier amour de voilà, expérimenter différents trucs et pas faire que de la force, retourner sur du handstand, de la mobilité et d'autres trucs, tu vois. Donc Mmh. c'était une très belle expérience, mais je suis content de l'avoir fait, franchement, évidemment, parce que aussi en termes de légitimité, bah, ça te donne du crédit, tu vois, d'avoir un titre de vice-champion de France ou d'avoir simplement participé au championnat de France. Même si, comme tu l'as dit, c'est une pratique qui est encore assez peu démocratisée, et donc voilà, il n'y a pas des millions de participants
et c'est une discipline qui est jeune. Mais quand même, tu vois, je suis content de l'avoir fait, de l'avoir expérimenté. Et je peux parler du coup du milieu compétitif parce que pendant 1 an j'étais à fond là-dedans et que Mmh. plus d'1 an même. Et j'ai même été juge aussi sur certaines compétitions. Donc bref, une très belle expérience, mais content de retourner sur un truc qui me parle davantage. Ouais. Et tu t'es fait coacher pendant cette période? Je me suis fait coacher, ouais. Ouais, OK. les 6 derniers mois en fait de ma préparation, je me suis fait coacher pour les championnats de France de traction et pour les championnats de France de streetlifting, les 2 dernières compétitions en fait. Je me suis fait coacher par un gars qui s'appelle Victor Scarlatti, qui est un pote du coup maintenant, avec qui je m'entends extrêmement bien et qui est un coach hors pair. Si jamais vous voulez faire du streetlifting, c'est vers lui qu'il faut que vous alliez. Enfin, après, vous me direz, les choix de coach, ça dépend pas que des compétences du coach, mais aussi du feeling qui passe entre le pratiquant et le coach. Mais bref, excellente expérience avec ce gars-là. Il fait du travail en or et j'ai beaucoup appris grâce à lui. Donc je suis très redevable. C'est des choses que tu appliques aujourd'hui dans tes programmations, de calisthénie? Parce qu'au final, enfin, moi, comment est-ce que je le vois, c'est que c'est vraiment, une branche à part entière de la calisthénie. J'ai l'impression que les systèmes de programmation sont très particuliers vu que c'est, bah, que de la force. Ça fait partie de ce qu'on peut retrouver en calisthénie, mais, enfin bref, je m'écarte un petit peu, mais toi, est-ce que du coup, tu as appris certaines choses que maintenant tu intègres dans tes programmations avec certains clients? Très clairement. Ouais, 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 ça serait mentir de dire non. Oui, évidemment, j'utilise plein de trucs qui m'a enseigné, rien que d'un point de vue technique. C'est un gars qui est vachement porté aussi sur l'optimisation de la technique et rendu à ce niveau-là parce que lui a participé en même temps au championnat de France avec moi et il a fait aussi Final Rep en moins de 80. Donc il a aussi un gros niveau. Euh, et oui, oui, clairement, j'utilise. Alors, forcément, il y a des choses que j'ai pris, des choses que j'ai laissées, mais dans l'ensemble, d'un point de vue technique, ouais, je me suis pas mal inspiré des conseils qu'il m'a donné. Je les utilise aujourd'hui. Euh, Après, voilà, maintenant, à l'heure actuelle, dans la manière dont je m'entraîne, ça fait pas sens non plus d'utiliser le même format, la même structure d'entraînement que lui, ce qui m'a proposé. Enfin, ça fait pas sens. Ça pourrait faire sens, mais en tout cas, c'est pas en adéquation avec ce que j'ai envie de mettre en place. Du coup, voilà, il y a plein de choses desquelles je me suis détaché, mais en tout cas, c'est là et voilà, ça changera pas. Et je les ai en tête. C'est toujours bien de voir un petit peu comment fonctionnent différents coachs parce que bah, forcément il a des expériences qui sont différentes des miennes et donc il a des connaissances qui sont différentes et une façon de programmer qui est différente. Donc il y a toujours des bonnes choses à prendre, potentiellement des choses à laisser aussi, même si honnêtement chez Victor, j'ai rien à redire sur sa programmation. Mais ouais, ouais, clairement. Et c'est vrai que pour clôturer un peu sur la sphère, street lifting, moi je connaissais bah, après je voyais exactement ce que c'était. Je voyais plus ou moins comment ça se passait les compétitions et cetera et c'est marrant parce que donc là où on s'est vu, moi j'étais pas du tout censé, me retrouver à cet endroit. Ouais. Du coup j'étais avec Alex là, donc une autre connaissance à nous qui est coach aussi, qui du coup coachait un participant et il m'a dit, moi j'étais en Belgique à ce moment-là, il m'a dit: «Vas-y, j'aimerais bien faire une vidéo, tu pas chaud, tu viens filmer avec moi?» Je dis: «Vas-y, pourquoi pas?» Et c'est vrai que j'ai senti, une énergie de ouf, surtout Mmh. que, bon moi je sortais là ces 3 dernières années, c'était full cirque, donc pour moi c'est l'inverse de ce que j'ai vécu, en termes de sensations à la compétition de street lifting. C'est de la petite musique, c'est de la technique, de la légèreté et là je suis arrivé dans un endroit, ça puait la testo à mort et je me suis dit: «Putain l'ambiance qu'il y a ici». Et c'est vrai que ça m'a direct donné envie. J'étais en mode: «Putain, vas-y, j'ai envie de me là, tout de suite, j'ai envie de rentrer et j'ai envie de me lancer dans le street lifting», tu Bah, je me souviens, c'est ce que tu m'as dit d'ailleurs. vois? Ouais, C'est ce que bah, tu m'as dit. Est-ce que tu t'es inscrit à ta première compétition, Martin? non, mais j'ai malheureusement pas le niveau pour faire de la compète. Bah, Mais tu par rigoles, il y a des compétitions qui sont largement accessibles. Je te dis pas de t'inscrire au championnat de France, mais euh, tu pourrais faire des compétitions déjà. ouais, mais beaucoup trop de sacrifices.
encore une fois, pareil, tu vois, moi, je me suis spécifié à l'équilibre pendant très longtemps. Là, maintenant, j'ai envie de relâcher la pression, d'être en mode: «Vas-y, je me fais un peu kiffer», en ce moment, c'est beaucoup ça. Mais du Mmh. coup, ouais, street lifting, Ça te j'en tente, f quoi. j'en fais depuis cette compétition-ci, j'en fais, presque, ouais, je dis pas tous les jours, mais ma base d'entraînement, c'est ça, quoi. OK. OK, Chose que OK. je faisais très peu avant. Maintenant, c'est muscle up, traction, dips, squat et puis après j'ai mon renfo, donc je suis un peu passé, j'ai l'impression que je suis devenu un go muscu parce que du coup je vais à la salle et je fais plus trop d'équis et je fais juste ça. Mmh. Mais en ce moment, ça me convient très, très bien et je kiffe. En vrai, je kiffe, mais c'est sûr que l'atmosphère qu'il y avait dans cet endroit, c'était particulier et c'est vrai que je me suis dit: «Putain, en tant qu'athlète, ça doit être encore autre chose, quoi». Ouais, ouais, tu vis vraiment bah, moi, franchement, j'ai vécu, enfin, c'est des trucs, je me souviendrai toute ma vie, quoi. Enfin, ça fait très cliché de dire ça, tu vois? Mais c'est la réalité. Vraiment, Mmh. l'engouement, tu sais, tu te prépares pendant 6 mois. Pendant 6 mois, tu fais des séances de 2 heures et demie, 3 heures. Comme je disais tout à l'heure, tu fais des trucs, tu pas forcément envie de les faire. C'est assez chiant, ça peut être redondant. Tu fais souvent les mêmes choses, voilà, c'est très spécifique sur les 4 mouvements. Quand t'arrives sur le jour J, ouais, t'as une tu as envie de tout casser sur le plateau, tu vois? Et forcément, ça procure des émotions, une énergie, un élan de fou que t'as jamais à l'entraînement et c'est des sensations uniques, ouais. Ça, c'est Mmh. certain, c'est clair. Je vais me demander, tu nous as dit que tu as participé du coup au championnat de France de traction. Est-ce que c'est le même principe que les compètes de street lifting? Ouais, ouais, bah, même principe, sauf que t'as que les tractions, quoi, donc OK, c'est plus court. Mais exactement la même chose, t'as 3 passages et heu et c'est celui qui fait le plus gros total qui gagne. OK. Mmh. Et du coup, enfin, moi, je serais curieux du coup que tu nous rappelles un peu, tes perfs du coup à celle-ci et du coup aussi à la FNSL, comment ça s'est passé les tractions? T'as été, à ça du premier ou il t'a fumé, de loin? Non, non, en plus, j'étais pas si loin que ça, alors moi, j'avais fait, donc j'étais en moins de 87. J'ai fait 88,75 de lest, sur les tractions, donc et le premier a fait 92,5. Donc tu vois, il y a une différence de 3,75. Bon, ça peut paraître, beaucoup ou pas beaucoup, Mmh. heu, voilà, mais ouais, non, 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 franchement, en fait, j'étais plutôt parti pour être sur la troisième place. Et le gars qui était censé, enfin, qui avait annoncé une troisième barre plus haute que la mienne, il s'est chié, en fait, il a été no rep. Et du coup, il est passé troisième, et moi, je suis passé devant lui. Il a fait 87,5, moi, j'ai fait 88,75. Il a échoué sa barre à 90 de mémoire. Et le dernier, du coup, il a fait une barre à 92 et demi et est passé devant. Mais non, non, c'était serré, mine de rien, parce que voilà, ça se joue un petit peu sur 5 kilos, t'as les trois places du podium qui sont prises. Donc ouais, ouais, ouais. Voilà un peu comment ça s'est passé. Et c'était qui, c'était des mecs qui étaient présents, à la FNSL? Non. Non, non, c'était Paul Mérin, celui qui a fini troisième, et le premier, c'est Thomas Baker, un gars qui avait fait premier déjà, enfin champion de France en 2022 aux tractions. Mais c'est des mecs qui n'ont pas participé aux 4 mouvements. OK. Ouais. Et aux Et du 4 coup mouvements, j'ai fait, tu m'as demandé aussi mes perfs aux 4 mouvements, j'ai ouais. fait du coup, même chose en traction, 88-75. J'ai fait 25 kilos muscle up, j'ai fait 120 kilos au dips, où j'ai failli perdre un trapèze, et j'ai fait 205 kilos au squat, pour un Putain. total de 438-75. Et j'ai fait cinquième. Et il me semble que Et de là, par tête. contre, je me suis fait fumer parce que alors, la quatrième place était pas loin du tout, mais les trois sur le podium, ils m'ont ravagé, quoi. J'étais Mmh. très loin derrière. Mais mec, moi, quand j'ai vu les molosses qu'il y avait dans cette catégorie, parce que toi, du coup, tu aurais pu t'inscrire, c'était ça aussi le truc, tu aurais pu t'inscrire dans la catégorie du bas, Ouais, enfin, d'en dessous. ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que en tout cas, quand je te voyais à côté des autres, heu, pas que tu pas impressionnant, mais c'est surtout que les autres, moi, j'avais l'impression de voir des Pokémon en mode, évolution, ultime, tu vois? Les mecs, ils étaient, tankés de ouf.
Ouais. Et je me disais: «Attends, Alexis, il court pas contre eux?» Ça ouais, Ben en putain, fait, c'est marrant que tu parles de ça, mais oui, effectivement, j'étais le plus léger de ma caté. Donc là, pour les championnats de France, j'étais en moins de 94. Donc tous les gars étaient à 93 quelque chose, 92, 91, 90 à la limite. Et moi, j'étais à 88 et demi. Donc vraiment plus proche des 87, des moins de 87 que des moins de 94 finalement. Donc forcément, alors je pouvais avoir un avantage compétitif sur le muscle up et sur la traction, parce que du coup c'est plus facile généralement quand t'es plus léger. Mais sur le squat et sur le dips, c'est l'inverse. Donc c'était une stratégie parce qu'en fait je me suis inscrit en moins de 94 parce qu'en moins de 87 il y a tendance à avoir plus de niveau. En fait, plus tu descends dans les KT, plus il y a de monde et donc plus il y a de mmh. concurrence. Et voilà, j'avais l'intuition que j'avais plus de chances d'être pris en moins de 94 plutôt qu'en moins de 87. Finalement, c'était similaire. Donc j'aurais pu m'inscrire, je pense, dans les deux. Mais ouais, c'était un pari à prendre et puis tu sais jamais qui va s'inscrire. Donc voilà. OK, ouais, c'était en tout cas, c'était une super expérience même en tant que spectateur et c'est il me semble sur le dips et sur le squat où je t'ai vu, c'était tellement, j'ai l'impression que le moment a duré genre, allez 10 secondes où tu es en mode, tu pousses mais tu avances à du 0,2 à l'heure et puis au final, c'est des moments qui sont super intenses, même de notre côté. Ouais, Alors toi, ouais, j'imagine ça vraiment. doit être quelque chose, ouais. Vraiment, vraiment. Et puis c'est vrai que bon, ce jour-là, j'étais très content parce que finalement, tu vois, tu peux vite foirer une compétition si t'es un peu trop ambitieux, si t'es un peu trop gourmand, si t'as un peu trop d'ego. Et l'intérêt d'avoir un coach aussi, c'est qu'il assume. Il me connaissait bien aussi, moi je me connaissais, je me connais très bien aussi. Et du coup, j'ai su adapter les charges pour ne pas avoir de no reps. Et finalement, j'ai fait un 12 sur 12 Mmh. à cette compétition-là, ce qui est quand même difficile à faire, on va pas se mentir. Et en plus de ça, j'ai fait un 12 sur 12, mais j'avais pas beaucoup de marge sur tous les mouvements, tu vois. Genre sur mes troisièmes essais, je pouvais pas rajouter grand chose, tu vois. À part peut-être sur le muscle up, j'aurais pu rajouter un peu, mais sur traction deep squat, j'étais vraiment proche de mon potentiel max à l'instant T. Et donc c'est cool d'avoir été capable de sélectionner les bonnes charges pour faire en sorte que les essais passent. Euh, c'est très cool que ça se soit passé comme ça et je termine sur une bonne note. Oui, j'ai pas fait de podium, mais de toute manière, ça, honnêtement, je m'y attendais, étant donné les monstres qu'il y avait dans ma caté et les athlètes incroyables qu'on a en France à l'heure actuelle, je m'y attendais. Déjà, pour moi, j'avais gagné en fait le jour où j'ai reçu ma qualification au championnat de France, tu vois. Bah, ouais. En vrai, même si j'avais fait dernier, Mmh. c'est pas grave, tu vois. Mmh. L'objectif, c'était surtout de pouvoir se présenter ce jour-là et de dire, ok, bah, j'ai concouru à côté des meilleurs athlètes français de ma catégorie sur cette année-là, tu vois. Et ça, c'est cool, c'est très très cool et c'était Mmh. l'objectif principal. Donc après, gagner, bon, c'est mieux forcément, hein, mais je savais que c'était pas à ma portée, en tout cas sur cette année-là, quoi. Moi, je me posais une question, est-ce que tu penses que ce sport, il va évoluer dans le sens où moi, je me dis: «Pourquoi est-ce qu'il ferait pas un calcul de pourcentage en fonction du poids?» Genre, par exemple, même là, dans une caté, bah, tu vois, toi, par exemple, versus le mec plus lourd, bah, il y a quand même un petit gap, il y a quand même un désavantage. Pourquoi est-ce qu'ils mettraient pas tout le monde, le mec qui fait, c'est aussi dans les moins de 66, tu vois? Tu avais des mecs, vraiment, vraiment tout petits. Je me dis: «Putain, il pourrait limite faire un moins de 59, un truc comme ça». Pourquoi est-ce qu'en fait le mec qui fait, 60 kilogrammes, il pourrait pas, heu, combattre contre le mec qui fait 100 kilogrammes et simplement c'est un calcul, tu vois? Bah, ça s'est mis en place justement, et les championnats de France 2023, ça a été la première compétition. Il y a eu cet indice du coup, où OK. du coup ça prenait pas en considération le poids de corps. Enfin, je veux dire, tu avais un score général, le score RIS, ça s'appelle, qui était calculé en fonction bah, de tes perfs, mais aussi de ton poids de corps. Et Mmh. du coup, ça te permet de te comparer aussi avec des athlètes qui sont pas dans tes KT. Donc maintenant, il y a ce système-là qui est tout nouveau, qui va être aussi OK. à Final Rep au championnat du monde. Tu vas pouvoir te comparer en fait à des mecs qui sont en moins de 66 alors que toi tu es en moins de 94 ou à des femmes même, tu vois. Ouais. Ah bah, ça Ça, bah, c'est vu que c'est une discipline qui est très récente aussi, tu vois, les choses se mettent en place progressivement et ça se professionnalise d'année en année. Et là déjà, on peut voir vraiment la différence entre 2022 et 2023 en termes déjà d'inscription, d'engouement et de public, etc. D'infrastructure aussi. Mais je pense que oui, les années à venir,
ça va que être mieux à partir du moment où les organisations arrivent à s'entendre et à avancer main dans la main, parce qu'il y a un petit peu des soucis en termes de fédération, etc. Bon, c'est un peu le bordel et bref, mais mis à part ce truc-là que moi-même je connais pas du tout, tu vois, et je me suis pas forcément informé. Si les choses avancent, enfin, tu vois, on voit bien quand même qu'il y a une grosse explosion autour de l'engouement du street lifting. Euh, Il y a une demande, il y a beaucoup de gens qui veulent participer aux compétitions. Et aussi, je pense que c'est parce que justement, tu as cet esprit compétitif. Tu as la capacité de te mesurer à toi-même ou à d'autres athlètes. Chose qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui, ou qu'il n'y a pas dans le street workout. Tu vois. Oui, tu as des compétitions de freestyle, mais c'est différent. Et étant donné l'ascension qu'a connu le powerlifting sur ces dernières années, bah, le streetlifting, c'est logique que ça suive la même voie, même de manière plus importante, puisque aux yeux de beaucoup de personnes, c'est un sport qui est plus impressionnant parce que c'est moins accessible, parce que tu as des mouvements plus difficiles. Voilà. Donc, euh, donc je pense que ça a de belles années devant elle si les organismes arrivent à se mettre d'accord Mmh mh. sur tout un tas de paramètres. OK. Bon, bah, c'est bien, ça nous fait une belle parenthèse sur le street lifting et du coup, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est, OK, j'ai eu un an de full street lifting, qui t'a donné envie du coup d'être un peu plus free et complet dans tes entraînements? Ou il y a eu aussi autre chose entre-temps? Euh, Ça en fait partie, forcément. En fait, je veux pas te mentir, il y a une expérience dont je me suis rappelé. Je suis parti à Marseille avec des potes il y a peu de temps là. C'était au mois d'octobre, justement, juste avant les championnats de France de traction. Et à ce moment-là, donc j'étais proche des 90 kilos. Euh, et en fait, c'est très anecdotique, hein, mais on a fait une randonnée, tu vois, dans les calanques de Marseille. Et bah, bref, je t'explique pas comment ça se passe une randonnée. Faut marcher, faut mettre un pied devant l'autre et faut grimper la montagne. Et ce jour-là, je me suis rendu compte, putain, mes jambes, elles sont lourdes, tu vois. Je me suis dit, waouh, je suis mauvais là. Enfin, j'en chiais, quoi, tu vois. Alors que d'habitude, bon, bah, j'avais pas la même sensation sur les mois précédents, l'année précédente, quand j'étais aux alentours de 83-84 kilos, ce qui est à l'heure actuelle mon poids, et ce qui est le poids qui me correspond davantage. Là, j'étais à 90 kilos et vraiment, je le sentais, tu vois. Et finalement, ça a été plus un handicap qu'autre chose, tu vois, plus un handicap qu'un avantage. Et je me suis dit, ah ouais, ok, c'est cool, je porte lourd en squat, mais derrière, j'en chie pour une randonnée de 2 heures dans les calanques de Marseille, quoi. Donc là, tu vois, ça m'a fait un petit déclic aussi, et je me suis dit, ok, bon, bah, fais chier, quoi. Ok, t'es fort, mais en randonnée, t'es zéro, quoi. Donc je pense qu'il y a eu, bon après, il n'y a pas que ça, tu vois, il y a tout un tas d'autres paramètres, mais en tout cas, ça fait partie un petit peu des trucs sur lesquels je me suis fait la réflexion, ah ouais, il est temps de pas être juste fort, mais être complet, quoi. Être capable demain, si on me propose d'aller marcher, d'aller crapahuter 8 heures en montagne, bah, être capable d'assumer la randonnée et pas être plié en deux le lendemain ou pas être le dernier, tu vois. Cette envie d'être bon partout, sans forcément exceller quelque part, mais être bon partout et être compétitif dans chacun des différents sports et des activités qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, tu vois. C'était ça l'envie première, en fait. Et aujourd'hui, tu as des inspirations, de gars que tu suis où tu dis: «Putain, j'adore trop sa philosophie»? Ou parce que toi, j'ai l'impression, après tu vas me dire si je me trompe, mais de ce que je ressens, c'est que tu es très très axé sur, OK, je ressens ce que j'ai envie de faire ou j'expérimente en fonction de ce que je fais et ensuite je tire mes propres conclusions. Oui, bah, je pense qu'en fait, ça devrait être comme ça pour tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui parlent de choses qu'ils connaissent pas. Et c'est dommage parce que finalement, tant que tu l'as pas vécu, tant que tu l'as pas intériorisé, tant que tu l'as pas vraiment vécu au fond de toi, et je parle pas d'expérimentation pendant 48 heures, on parle d'un processus qui est beaucoup plus long que ça, tu vois. Au bout de 48 heures, oui, tu vas tirer des conclusions de certaines choses que tu as pu mettre en place, mais ça n'a rien à voir avec les conclusions que tu peux tirer au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 10 ans, tu vois, ce qui est logique. Et du coup, bah,
en vérité, j'avais tendance à être comme ça aussi, tu vois, sur mes débuts YouTube, je parlais de choses que moi-même j'avais pas fait, tu vois, ou très peu, ou tu vois, j'avais expérimenté, j'avais commencé la semaine dernière. Maintenant, ma vision, elle a un peu changé, même complètement changé, et je suis beaucoup plus un fervent défendeur du fait de faire le travail, expérimenter d'abord, et parler derrière de l'expérience, des enseignements, des leçons que j'en ai tirées, tu vois. Mais pas l'inverse, parce que ça marche pas en fait comme ça. Euh, tu vends du rêve aux gens ou voilà. Enfin bref. En tout cas, c'est plus du tout ma façon de voir le truc. Et pour revenir sur les inspirations, bah oui, oui, j'ai beaucoup d'inspiration. Alors ça dépend des périodes, hein, très sincèrement. Mais si je devais citer un mec qui m'inspire beaucoup, c'est The Motion Guy, Nicolas De Paoli. C'est clairement le mec qui, je pense, a la vision de l'entraînement qui se rapproche le plus de la mienne. Mmh. Ou alors plutôt c'est ma vision qui se rapproche le plus de la sienne plutôt. Ouais. C'est ouf comme il a été, mis en avant de ouf ces derniers temps, moi j'adore ce qu'il fait aussi, hein, c'est pas du tout pour cracher sur ce qu'il fait. Moi je suis un grand fan aussi, de du mec, de ce qu'il a mis en place, de sa vision, J'ai l'impression que ça a été un mec silencieux pendant bon c'est ma vision, peut-être que je le suis pas depuis assez longtemps, mais j'ai l'impression que ça a été un mec, très silencieux depuis ses débuts et c'est plus, ses résultats ou les conséquences de ses actions qui ont fait parler de lui et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde parle de lui, tout le monde veut, aller à son endroit, tout le monde veut l'avoir en interview, Je sais pas si tu un peu ce Ouais, même sentiment? ouais, bah moi, Nicolas, je l'avais rencontré avant le Covid à Bali. J'étais allé à Bali avec ma copine OK. et on s'était entraîné au Nirvana Strength à l'époque. Ah, Pour tu as ceux été là, qui toi? connaissent. Ouais, ouais. On avait pris un mois d'abonnement là-bas, tu vois, pour s'entraîner. Et il se trouve qu'en fait, c'était l'époque où Nicolas, il venait juste d'arriver sur Bali de mémoire. Il avait fait un workshop, ou alors ça faisait pas très longtemps, tu vois, quelques semaines, quelques mois tout au plus, qu'il était sur Bali et il s'entraînait là-bas. Bon, maintenant ça a beaucoup changé. Mais du coup, c'est là que j'ai eu l'opportunité de le rencontrer et tout. On n'a pas eu l'opportunité de beaucoup échanger, etc. Mais parce qu'il est assez, en tout cas, il était comme ça. Je sais pas si à l'heure actuelle, il a certainement changé, mais il était vachement dans ses entraînements et tout, pas forcément, tu vois, le mec ultra avenant, quoi, très focus sur ses trucs. Même si une fois que tu l'abordais et que tu lui parlais, c'était très cool et tu vas avoir des conversations très intéressantes. Mais voilà. Du coup, moi, c'est là-bas que je l'ai rencontré. C'est vrai que depuis le temps, bah oui, forcément, il a fait une route. Ouais, déjà ça marchait. Enfin, il avait déjà son application The Motion Concept qui sortait un petit peu des sentiers battus et qui était innovateur pour l'époque dans le sens où il y avait personne qui faisait ce qu'il faisait. Mais là, avec son business model de la Bali Time Chamber, ouais, il a tout explosé, quoi. C'est cool. C'est cool et puis surtout ça propage des valeurs qui sont, Mmh. enfin, qui moi me parlent beaucoup et qui sont importantes pour le monde de demain, je pense. Tu vois. Ouais, ouais, carrément. Moi, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais quand, je pense que je vous avais même envoyé un message quand j'avais vu cette annonce qui était un peu sortie, sur les réseaux l'année dernière, Enfin moi, j'ai regardé ce projet et je te jure, j'ai pleuré tellement j'étais en mode, «Putain, mais quel truc de ouf! Je veux aller là-bas, quoi». J'ai regardé la vidéo 2 fois et je me suis dit: «Putain, ouais, ça m'a vraiment parlé sur le moment», donc franchement, chapeau à lui, pour avoir mené ce projet, quoi. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Bah, peut-être qu'un de ces quatre, on aura l'occasion d'y aller ensemble. Pourquoi pas? Moi, je pense que je m'y retrouverai à un moment donné. Je sais pas quand, comment, mais ça arrivera, ouais, très certainement. Certainement. Et le Nirvana, la salle Nirvana là, toi, Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que moi, de ce que je vois, je pensais que c'était juste un endroit où il y avait, beaucoup de retraites, heu, avec, un peu les «grands» entre guillemets de la calisthénie. Te Dans quel contexte est-ce que tu t'es retrouvé là-bas? Bon, tu m'as dit que c'était pour des vacances, mais, vous y alliez, volontairement? Comment ça se passait? Ouais, bah, c'était des vacances, mais en fait, c'était des vacances axées autour du sport surtout, quoi. Donc, disons qu'on s'est arrêté à Bali et à Canggu, pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors, j'ai détesté Canggu parce que c'est blindé. Et encore, là, je te parle d'une époque avant Covid. Maintenant, je pense que dans l'espace de 5 ans, ça a dû exploser encore plus, enfin, de ce que j'ai vu.
Et l'endroit ne nous parle pas beaucoup parce que c'est trop bondé, trop de circulation, voilà, trop de tout au final. Mais par contre, l'endroit était incroyable. Ouais. La salle était très cool. C'était à l'époque où tu vois, il y avait des mecs comme Daniel Vadnal, Dominique Sky, puis toutes les sommités du monde anglophone qui venaient donner des workshops là-bas. Et Dominique Sky venait de passer justement faire un workshop. On est arrivé, je crois, la semaine d'après. Il y avait Cy Monster aussi. Bref, Michael Santana, un gars qui fait comment il s'appelle? Je sais plus. Un Putain, mais mec qui moi je fait suis du grand fan de ce balancing. mec-là. C'est un mec qui fait des équis aussi. Ouais, bah, il me semble qu'il est passé, en tout cas à cette Ok. époque-là, il passait à Nirvana. Et ouais, la salle était trop cool. Enfin, moi, c'était la première fois que je voyais une salle aussi bien faite pour des mecs qui s'entraînent, qui veulent tout faire en fait, tu vois. Mm. C'est une salle où c'est pas restrictif, t'as des machines et tu fais tes séries de biceps curl devant le miroir, tu vois. Ou enfin, tu vois, tu pouvais tout faire, quoi. C'était vraiment, c'était pour le coup, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que c'était une des salles un peu précurseurs dans le domaine. T'avais déjà une piscine, bain chaud, bain froid. T'avais full anneau. Enfin, t'avais des cours qui étaient. J'ai pas suivi les cours, mais t'avais des cours en tout genre sur du handstand, de la mobilité, sur de la force, sur plein de trucs. T'avais des workshops qui étaient organisés avec des mecs ultra connus qui venaient. Enfin, tu vois, c'était un peu le spot de rêve pour le gars qui s'entraînait principalement en calisthénie, ou même des mecs qui faisaient du yoga, du hand balancing. Enfin bref, ça regroupait un petit peu toute cette communauté mouvement, et c'était trop cool. Mais après, bon, j'ai appris, je sais pas, je suis pas allé depuis, mais que ça avait beaucoup changé, qu'il y avait eu des travaux et que maintenant c'est plus du tout pareil et c'est un peu plus en mode les influenceuses de Russie qui viennent pour prendre des photos dans le miroir, etc. Donc bon, pas le même délire, mais chaque bonne chose a une fin, je pense. Mm. Et toi, un projet comme ça, construire une salle, construire ta salle, c'est quelque chose qui t'a déjà traversé la tête? Alors construire ma salle, je l'ai fait dans mon petit home gym, bon, avec les Putain, moyens ouais, du c'est vrai bord. ça, c'est vrai. Mais et puis honnêtement, j'y vais pas, tu vois? Parce que, j'ai besoin de sortir de chez moi étant donné que je bosse H24, de la maison. J'ai besoin de voir autre chose. Donc, je suis content d'aller à Basic Fit. Mais non, construire une salle, écoute, je le ferai pas dans un objectif de gagner de l'argent, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, créer des événements, créer un endroit pour pouvoir se regrouper avec des gens qui partagent des valeurs communes et qui ont un objectif commun, ça, c'est un truc qui me parle énormément et que j'aimerais bien éventuellement mettre en place, tu vois, ouais, faire des genres de workshops, des séminaires, des semaines d'entraînement, enfin, t'appelles ça comme tu veux. C'est un truc que j'aimerais bien mettre en place. Quand, comment, aucune idée. Euh, Peut-être que ça verra jamais le jour, mais en tout cas, c'est sûr que Internet, ça a ses limites et c'est très cool de pouvoir rencontrer du monde, tu vois, comme toi et moi, on se serait probablement jamais parlé si tous les deux on travaillait pas sur Internet. C'est le cas avec plein d'autres personnes que je côtoie aujourd'hui sur les réseaux. Pour autant, il y a quoi de mieux que de vivre des vraies choses, tu vois, de vivre des vraies expériences, de partager des vrais moments et de passer du temps avec des gens qui nous ressemblent finalement. Donc ouais, cette expérience dans la vie réelle, à l'heure actuelle, c'est un truc qui me manque et c'est pour ça, tu vois, que plus ça va et plus j'ai envie de connecter avec des gens comme ça en vrai, quoi. Mmh. Là, je suis parti en Thaïlande, j'ai capté un gars qui s'appelle Samy, qui a explosé là dernièrement sur Instagram, un gars qui fait un peu comme moi, tu vois, qui enseigne aux gens à devenir un athlète complet. Bref, il fait plein de trucs. Je l'ai rencontré, on a discuté, on a passé une après-midi ensemble, c'était très cool. J'ai rencontré Charlie PN qui était à Bangkok. Nous, on s'est vu quand on était à Paris avec Alex. Pareil à Nantes, il y a un petit collectif de mecs qui font du streetlifting. J'aime bien aller avec eux et je me retrouve avec eux la fin du mois pour aller créer du contenu, tourner des podcasts et tout. J'ai de plus en plus ce besoin de connecter dans le monde vrai, dans le monde réel et de partager des expériences autres que à travers un ordi d'écran, un écran d'ordi, pardon. Moi, je pense que vraiment ça va être, incroyable ce moment parce que pour moi, c'est la suite logique des choses. Je pense que toi comme moi, quand on a commencé ça, bah, oui, l'idée c'était de construire, enfin d'avoir, un travail digitalisé, vivre de sa passion, mais moi je me suis pas dit: «Putain, trop bien ma journée, je vais être devant l'ordi, je vais, parler à des gens en virtuel». Moi, l'idée c'était quand même, enfin pour moi c'était la 1re step obligatoire,
entre guillemets, te faire un nom. Alors je cherche pas du tout à être connu, mais c'est pouvoir vivre de ton activité dans un premier temps et ensuite pouvoir organiser des événements. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. À chaque fois que je l'ai fait, moi, j'ai l'impression que je déconnectais du monde réel, quoi. Tu vois? Tu te Ouais. retrouves avec des gens, et encore, moi, je connaissais pour la plupart des événements que j'ai fait, je connaissais pas les gens et je pense que là, maintenant, bon, déjà rencontrer, comme nous, on s'est rencontrés, d'autres coachs, je trouve ça vraiment cool. Le fait de «connaître» entre guillemets quelqu'un en virtuel, puis le voir dans la vraie vie, ça fait quelque chose de particulier. Mais alors je me dis quand on va pouvoir connecter, rencontrer entre guillemets «la communauté», c'est tous les gens que tu as pu coacher, tous les gens que tu connais sur Instagram et cetera, je pense que ça va vraiment faire une sensation qu'on n'a pas du tout encore expérimentée jusque maintenant et je pense que ça va vraiment, mettre du baume au cœur et ça va être des sensations incroyables parce qu'au final, c'est un peu l'acheminement, final de quelque chose de grand, tu vois? C'est ça, et puis bon, bah, tout le monde le sait maintenant, l'environnement, c'est clairement décisif pour ton épanouissement personnel, professionnel et tout ce que tu veux. Et on a beau dire ce qu'on veut, c'est vrai que c'est triste aujourd'hui de voir que c'est difficile de trouver des gens qui sont dans le même mood que nous, tu vois. Alors, je pense que toi, dans ton cercle proche, enfin, dans tes amis, tu vois, du collège, lycée, bah, il y a très peu de gens qui aujourd'hui comprennent ce que tu fais ou qui sont dans le même délire. Peut-être que tu en as un ou deux qui sont un peu bizarres comme toi ou comme moi, mais finalement, la majorité des gens, bah, ils vivent leur vie, ils ont leur petit train-train quotidien, et puis ils sont pas forcément axés sur les mêmes valeurs. Donc finalement, la majeure partie de ton temps, euh, enfin, c'est dommage c'est dommage de devoir passer la majorité de son temps avec des gens qui nous ressemblent pas, tu vois. Donc ce truc de pouvoir connecter avec des gens qui nous ressemblent, ouais, c'est un truc qui est ultra important, qui te propulse vers le haut et qui te permet d'évoluer plus vite et d'être plus heureux au quotidien, je pense, ouais, clairement. Ouais, moi en tout cas, je vais vraiment tout faire pour. Alors j'ai arrêté de dire, ça va arriver, pour, X date, franchement, je me laisse aller dans le flow et ça arrivera quand ça arrivera, mais moi, je sais que ça arrivera un jour parce que c'est ouais, c'est quelque chose qui me fait vibrer à fond. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Mmh. Pareil. Même, tu vois, juste se dire, vas-y, on se fait une petite semaine, on se loue un Airbnb quelque part, peu importe où, et puis on va s'entraîner ensemble, quoi. Juste Mmh. s'entraîner, bosser, manger, rigoler, découvrir, je sais pas, tu vois, des trucs simples de la vie, mais qui sont fondamentales, quoi. Fondamentaux, Ouais, chose qu'on n'a jamais fait, fondamentales. ouais. Non, mais ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Est-ce que, Ouais. est-ce que toi, aujourd'hui, bon, je switch un peu sur quelque chose d'autre, mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as des coachs, des personnes que tu suis et que tu as envie de prendre du coaching avec eux, enfin, en tout cas, moi, je te fais juste cette toute petite parenthèse avant. J'ai l'impression que maintenant, autant il y a quelques années, j'étais vraiment axé sur, OK, je veux prendre un accompagnement avec ce mec-là voir, pour voir, ce qu'il peut m'enseigner en termes d'entraînement et cetera et maintenant, j'ai l'impression que oui, évidemment, il y a toujours ça, mais c'est plus en mode: «Putain, ce mec-là, j'ai j'ai l'impression que j'adore ce mec, de ce qu'il dégage sur les réseaux et cetera et maintenant j'ai envie de prendre des accompagnements avec certaines personnes juste pour ça et juste pour, l'expérience. Oui, toujours pour le coaching, mais plus pour une expérience plus globale. Est-ce Mhm. que toi, aujourd'hui, tu as envie de prendre du coaching avec certaines personnes, que tu connais déjà? Alors, à l'heure actuelle, non, parce que je me retrouve pas, en tout cas dans les personnes voilà, les personnes desquelles je consomme le contenu, je me retrouve pas forcément dans leur approche. Et moi-même, j'ai envie de développer un truc qui est un petit peu unique, tu vois, me démarquer un petit peu de ce qui peut se faire actuellement dans le monde de l'entraînement. Et en fait, je pense que ça, si je veux le développer, je suis obligé de repasser par une phase d'expérimentation assez intense où je teste différents protocoles, où voilà, je fais ma propre prog et où c'est moi qui construis le truc. Déjà, j'ai été étonnamment surpris. Alors, je pense que c'est aussi parce que je suis tombé sur le bon coach, mais d'être capable de délaisser ma prog pendant 6 mois, de faire full confiance à Victor. Encore une fois, il l'a très bien fait, mais c'est parce que j'ai trouvé la bonne personne. C'est très difficile pour moi de délaisser ma programmation. Euh, Encore une fois, parce que j'ai ce besoin de liberté, d'expérimenter différents trucs. Mais ouais, à l'heure actuelle, non, parce qu'il n'y a pas j'ai pas vraiment de personne qui, dans la manière dont ils abordent l'entraînement,
me parle, me ressemble, tu vois, et voilà. Donc, et puis aussi parce que j'ai besoin d'expérimenter pour pouvoir créer un système qui me ressemble. Ouais. OK. Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est ce que moi, c'est vraiment l'image que j'avais de toi là maintenant. Je me dis: «Putain, ouais». C'est marrant, tu vois? Je te posais la question, par rapport au Nicolas, motion guy, j'ai l'impression que lui, c'est vraiment ce qu'il prône, c'est expérimente, ressens et ensuite, tu vois ce que tu peux faire, tu vois ce que tu peux enseigner et j'ai vraiment l'impression que tu es dans cette dynamique-là, ouais. Ouais, clairement, bah, je pense que tu vois, t'apprendras jamais autant que en te plantant, tu vois. Si tu suis le chemin, enfin moi mon but c'est pas d'aller le plus vite en fait vers mon objectif. Mon but c'est de comprendre les leçons et d'intégrer au plus profond de moi ce qui marche et ce qui marche pas, tu vois. Du coup j'ai une approche différente d'un mec qui n'est pas coach comme moi et qui veut juste devenir athlète, tu vois, et gagner son temps. Moi mon but c'est de l'enseigner, donc pour l'enseigner il faut le vivre. Et du coup, la démarche, elle est un peu différente, tu vois. Parce que je comprends très bien, enfin, et encore une fois, je suis le premier à le dire, si tu veux gagner du temps, si tu veux aller le plus rapidement possible d'un objectif, d'un point A à un point B, emprunte le chemin que quelqu'un a déjà emprunté et qui a fonctionné. Mais ma vision à l'heure actuelle, c'est pas ça moi que je recherche, tu vois. Du coup, ça fait pas sens de juste suivre bêtement une programmation, d'appliquer à la lettre ce qu'on me dit de faire et de me dire ah bah ouais, au bout de 6 mois, ouais, ça a marché, ouais, c'est cool. Mais au Mmh. final, tu vois, après, tout dépend de, tu vois, peut-être que dans 6 mois, je dirais complètement l'inverse et ma vision du truc aura changé et peut-être que je m'orienterai, j'aurais besoin à ce moment-là de m'orienter vers un coach. Mais pour le moment, non. Et chaque chose en son temps, quoi. Mais de toute manière, moi, j'ai encore une fois ce besoin de liberté et d'être autonome et de gérer moi-même les choses, tu vois. Donc ça dépend encore une fois de la personne Mmh. et de l'endroit où elle se trouve dans sa pratique. Et concrètement, du coup, en objectif, sportif, qu'est-ce que tu pas et que tu voudrais, ajouter à tous les skills que tu as déjà, débloqués ou toutes les performances que tu as déjà? Est-ce qu'il y a des choses que tu vises concrètement, que tu pas? Ouais, il y en a beaucoup en vérité, hein, je prône la polyvalence, mais moi-même, j'ai l'impression, tu vois, au fond, d'avoir ce syndrome de l'imposteur et de moi-même avoir encore énormément de taf à faire, ce qui est le cas, hein, clairement. Je dis pas que c'est clairement le cas. Mais tu vois, je pense que les gens d'un œil externe voient que je suis polyvalent, mais moi-même, j'ai du mal à me dire, bah ouais, je suis ce gars-là, tu vois. Mais pourtant, c'est amplement légitime. Mais il me reste encore beaucoup, beaucoup de taf. Et oui, il y a des choses, évidemment, sur lesquelles j'ai besoin de beaucoup travailler. Bah déjà, ma première bête noire, c'est vraiment l'équilibre et les handstand push-up. Donc vraiment devenir bon en handstand push-up, ça c'est l'objectif numéro un par-dessus tout. La deuxième chose, ça serait de développer ma flexibilité, mes grands écarts. Voilà, être meilleur en souplesse parce que je suis correct, mais c'est loin d'être mon point fort, c'est même encore une fois un point faible. Et du coup voilà, développer davantage ma souplesse. Et en fait, là, je t'énumère plutôt que des, enfin, oui, c'est des objectifs, mais c'est surtout des points faibles. Euh, donc, ça serait la notion d'équilibre et les handstand push-up, la souplesse, et le troisième, ça serait le cardio et l'endurance de force sur lesquels c'est vraiment les trucs sur lesquels je pêche à l'heure actuelle parce que c'est les trucs que j'ai le moins fait aussi, tu vois. Enfin, surtout le cardio et l'endurance de force. Donc, ouais, ça serait les trois piliers sur lesquels il faudrait que je travaille principalement, mais j'aime tellement la force, tu vois, que c'est compliqué de prioriser pour mettre plus d'efforts sur les trucs sur lesquels je suis le moins bon. Pourtant, c'est clairement la chose à faire. OK. Bah, putain, ouais, c'est vrai que c'est complet de ouf, en tout cas pour parler de la souplesse, je sais pas s'il y a un participant de la FNSL qui passe ces écarts, j'ai l'impression que c'est quand même, c'est pas 2 choses qui sont opposées non plus, souplesse et force, mais moi j'ai vraiment toujours eu du mal, pour le coup, par expérience personnelle, à combiner, je travaille mes jambes, donc je les muscle et je les rends plus forts et en même temps, je travaille ma souplesse. Moi j'ai l'impression que la souplesse, je l'ai bien saigné, alors, pareil, c'est ça a été un de mes focus principaux, mais ça a jamais été le focus principal. J'ai fait des progrès, mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire aussi. Mais le souci que j'avais, c'est que j'étais en mode, putain, mais mes jambes, je les sens faibles. Tellement je tirais dessus et limite, enfin, tu vois, je sortais de la salle,
j'ai l'impression il y avait un coup de vent, ma jambe, elle pouvait lâcher, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Bah, pour revenir sur ce que tu dis, ouais, c'est sûr qu'il y en a très peu des mecs qui sont très forts et très souples. Il y a Baki, qui est, Il est souple, lui? ouais, il est très souple, il a tous ses écarts. Ah ouais? Ouais. Peut-être pas le front split, mais il a le middle split et le pancake. Donc ouais, très très chaud. Mais après, c'est aussi parce que c'est un gars qui a fait de la gymnastique depuis très très longtemps, tu vois. Donc bon, forcément, ceci explique cela. Ça n'empêche rien, mais c'est un gars qui est très très complet aussi, quoi. Euh, donc ouais, mais je comprends tout à fait. C'est sûr que ouais, développer sa flexibilité, non seulement c'est difficile à concilier avec le travail de force sur les membres du bas du corps, enfin d'ailleurs sur les membres du haut du corps, tout pareil, mais en plus de ça, c'est quelque chose qui prend généralement plus de temps, tu vois. Et du coup, bah, on a tendance à abandonner par manque de résultats. Donc je comprends tout à fait le point que tu amènes, ouais. Et puis tu du cardio aussi alors toi? Bah écoute, il est grand temps. Il est grand temps de travailler son cœur. Ouais, ouais, j'ajoute, là j'ai commencé, tu vois, à faire un petit peu de fractionné. Pendant mes vacances, j'ai fait un petit peu des circuits, comme je le disais, un peu style CrossFit. C'est le début d'une longue expérimentation, donc encore une fois, je l'enseignerai pas tant que ça sera pas vraiment de l'acquis et que j'aurai pas développé une réelle compétence par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est un truc que j'aimerais bien ajouter à mon arsenal et être capable euh, de planifier en force, de planifier sur des programmations d'hypertrophie, mais aussi être capable, même si les grands principes restent les mêmes évidemment, aussi être capable de dire ok, tu veux améliorer ton cardio, bah voici comment tu dois faire, quoi. Mmh. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas du tout un domaine dans lequel je suis à l'aise. Toi, tu Ouais. deviens un vrai médecin généraliste, du sport, quoi. Ouais, si on veut. Je suis pas fan des médecins généralistes, mais Non, non, mais c'est vrai que, bah, au final, le cardio dans ce qu'on fait, c'est peut-être, ce qu'on entend le moins parler, tu vois? Dans notre domaine, déjà l'aspect, souplesse, mobilité, c'est ce qui vient, je dirais en dernier plan. Mais alors le cardio, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a tous, ou presque en tout cas, bon je fais un gros cliché ici, mais, dans les pratiquants de street calisthenics, street lifting et tout, je sais pas qui parle de cardio, quoi. Pas j'ai l'impression que ça existe même pas. On sait tous qu'on peut pas, tout faire et que c'est quelque chose qu'on travaille pas trop, quoi. je pense qu'on a justement cette fausse croyance de croire qu'on ne peut pas tout faire, mais avec un petit peu de méthodologie et de structure, il y a possibilité de combiner quand même pas mal de trucs. Encore une fois, il faut faire des choix. C'est sûr que si tu veux devenir le meilleur plancheur en calisthénie, va falloir faire des sacrifices et supprimer certains trucs. Mais si ta vision c'est d'être un peu bon partout, il y a moyen. Il y a moyen, c'est juste une question d'organisation, de priorité et d'envie. Même si évidemment tu progresseras pas aussi vite que si tu faisais juste un truc, Mmh. quoi. Ça c'est évident et il faut bien se le mettre en tête. Ouais. Et je pense aussi que avant de devenir polyvalent, tu vois, ça passe par des phases de spécialisation. Et à force de faire des phases de spécialisation dans un domaine, puis un autre, et ben au bout de plusieurs années, parce que déjà devenir bon dans un truc, ça demande du temps. Alors devenir bon dans plusieurs trucs, ça demande beaucoup de temps. Et ben au bout de plusieurs années, là, tu peux dire, ok, ben si tu prends un peu de recul, tu peux constater que oui, t'es bon dans plusieurs trucs, quoi. Mais, euh, mais ça passe aussi potentiellement par des phases de spécialisation dans chacune des qualités physiques que tu souhaites acquérir. Même si c'est peut-être pas obligatoire, particulièrement au début, en tout cas rendu à un certain stade plus avancé, c'est important de faire comme un style d'entonnoir avec Mmh. ses efforts et ses priorités pour concentrer la majorité de ses efforts sur ce qui importe vraiment. Parce qu'à vouloir être partout, on finit par progresser nulle part. C'est pas évident, hein, je trouve Non. de jongler entre tout ça, et je pense que justement maintenant avec l'expérience que tu as, je pense que tu vas mettre l'accent là-dessus aussi sur OK, tu veux faire plein de choses, mais fais attention. Le risque, c'est justement comme tu viens de le dire, au final d'avancer nulle part. Bon, je te prends toujours mon exemple perso, mais c'est vrai que pendant allez 2-3 ans, j'ai fait, et du hand balancing et de la calisthénie et de la souplesse, où je voulais continuer à progresser dans les 3, mais je savais très bien que je devais faire des choix. Et ça a été,
ça a été beaucoup d'expérimentation et franchement, j'ai trouvé ça quand même compliqué Ouais, de je suis ouais. entièrement je te rejoins là-dessus aussi parce que je l'ai fait aussi pas mal et c'est vrai que c'est un casse-tête de vouloir, progresser partout. Puis les progrès sont jamais linéaires, donc de toute manière, il va y avoir des phases où tu vas progresser dans tel ou tel truc et d'autres où tu vas stagner. Puis le bloc d'après, ça va être l'inverse. Des fois, faut même pas chercher à comprendre, hein, mais juste s'y tenir, quoi. Déjà, juste l'adhésion, continuer à show up et faire le travail qu'il y a à faire. Et quand tu prends du recul sur l'espace de plusieurs années, c'est là que tu te rends compte du chemin parcouru, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut pas être pressé, prendre son temps, faut apprécier le processus, tu vois. C'est des trucs très bateaux, mais il Mmh. y a rien de plus vrai, quoi. Ça me fait penser, j'ai la question qui vient de me sauter en tête et je serais intéressé d'avoir, ton avis là-dessus. Toi, du coup, qui coach depuis X années et qui, du coup, tu vois un petit peu, les pratiquants en calisthénie, bien faire, moins bien faire et cetera. Ma question c'est, toi, tu as l'impression que c'est quoi, l'erreur ou alors si tu en as 2 ou 3 qui viennent en tête, mais l'erreur la plus commune, la plus fréquente en calisthénie chez les pratiquants qui du coup, savent ce que c'est la calisthénie, mais sont pas non plus, assez éduqués sur, je m'entraîne, super bien pour, pas pour performer, mais pour, bah, bien m'entraîner quoi. Alors, je sais pas si c'est l'erreur la plus répandue, la plus limitante, mais en tout cas, celle qui me vient en tête, c'est simplement de respecter la base de la pyramide, comme je l'ai dit plus tôt, c'est l'adhésion, quoi. Être capable de faire le taf pendant des années et des années, et en fait, en faire un mode de vie. Pas vouloir chercher le quick fix, le raccourci, la méthode miracle, technique secrète et tous les trucs un peu putaclic que tu peux voir les miniatures YouTube et les titres Instagram. Je pense que c'est ça, tu vois. C'est juste de faire ce qu'il y a à faire. Et puis, même si t'as pas le programme optimal, tu vois, tu vas, en tout cas sur tes premières années, après, je dis pas, quand tu commences à devenir vraiment très bon dans un domaine, ça demande davantage de réflexion et une structure d'entraînement qui est optimisée. Mais sur les premières années, juste le fait de se pointer à l'entraînement, mettre de l'effort et faire les choses consciemment, euh, il y a de grandes chances que ça fonctionne Mmh. pendant un certain temps en tout cas. Et je pense que ouais, le truc c'est que les gens cherchent les raccourcis et les chemins faciles et ça n'existe pas quoi. Je pense que c'est ça, tu vois. C'est que si on regarde un petit peu, si on fait la rétrospective un petit peu du parcours d'un athlète aujourd'hui qui peut inspirer des débutants, par exemple, toi, tu vois, tu as commencé quand l'entraînement? Moi, j'ai commencé, j'avais 17 piges. Bah moi pareil, tu vois. Mmh. Donc ça fait plus de 10 ans. Et il y a des mecs qui vont commencer demain qui vont te dire ouais bah moi dans 3 mois je veux savoir faire ce que tu sais faire, tu vois. Mmh. Et non, ça se passe pas comme ça. C'est même si tu vois on a emprunté, on a fait des erreurs, on connaît des chemins plus rapides à emprunter pour accélérer la progression. Le corps s'adapte pas comme ça et ça prend du temps et c'est pas en un claquement de doigts que tu peux réussir à faire des trucs que 0,1% de la population sont capables de faire ou moins. Donc, faut aussi remettre les choses à leur place et avoir conscience de ce truc-là, tu vois. Parce que je pense qu'avec le monde dans lequel on vit, où on veut tout en instantané et on a les choses de plus en plus rapidement, on pense aussi que les adaptations du corps humain qu'on va obtenir vont être aussi rapides que le colis qu'on vient de commander sur Amazon et qui va arriver dans moins de 24 heures sur le palier de la porte. Mais non, voilà, c'est un leurre. Mmh. Ouais, je trouve ça bien que tu mettes l'accent là-dessus parce qu'effectivement, moi j'ai l'impression que plus j'avance et plus je me rends compte qu'en fait, même si on s'intéresse à, tu vois, la théorie de la science de l'entraînement et cetera, tu as des gens qui simplement s'entraînent avec un programme sur papier, ça ressemble à rien et ils vont devenir très, très forts et au final, il y a tellement de choses qui marchent, tu vois? Même si tu vas prendre un programme incroyable et puis un programme qui il a l'air un peu éclaté, mais même si le mec il fait ce programme éclaté, je suis sûr qu'il peut avoir des progrès de ouf. Et ça, moi, à un moment donné, ça a été un peu une pièce qui est tombée. Je me suis dit, putain, en fait, l'entraînement, c'est pas juste voici le programme ou voici la seule manière de faire. Il y a tellement de choses.
Ouais, c'est clair. Et puis c'est aussi beaucoup dicté par ta génétique, hein, on va pas se mentir. T'as deux personnes qui vont faire un même programme, t'en as un qui va bloquer au bout d'une semaine et d'autres qui va pouvoir continuer à progresser pendant des mois et des mois en faisant la même chose. Euh, et on le voit bien en coaching, tu vois, t'as des personnes qui sont douées génétiquement, peu importe ce que tu leur fais faire, ils vont progresser. Et d'autres, t'as beau te creuser la tête, chercher 1000 solutions, il faut que tu testes 1000 trucs avant de trouver un truc qui fonctionne à peu près, quoi. Donc, euh, Donc c'est triste à dire, mais c'est une réalité aussi. T'es aussi beaucoup bridé par ta génétique, je pense. Mmh. Ouais, ouais, 100%. OK, alors je regarde en vitesse l'heure parce que j'ai un rendez-vous après. Je voulais terminer par un peu autre chose que l'entraînement, parce que là Ouais. on parle, évidemment qu'on parle d'entraînement. Hem, allez, si tu devais nous partager, 3 choses pour en apprendre un peu plus sur Alexis Gabory en éliminant, sport, coaching, barman, du début, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter? Ok. C'est une bonne question, tu vois. Ça me permet de me creuser un peu la tête. Je sais pas, des trucs. Tu veux des trucs insolites? Tu veux quoi? Non, je me dis, imagine un gars qui te connaît vite fait. Bon, Alexis Gabory, oui, il fait du streetlifting, il est coach en calisthenics, Stenios. Comment est-ce qu'on pourrait en apprendre un peu plus sur toi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus là aujourd'hui, tu vois, des choses qui te représentent au final et qui, alors ça peut être des choses qui sont en lien avec l'entraînement, mais tu vois Hmm. là, on parle de calisthénie, on parle de streetlifting, alors c'est super cool, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'humain derrière. Je sais pas, c'est quoi, quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Qu'est-ce que... Écoute, j'ai pas grand-chose qui me vient en tête, mais si j'ai un truc qui devait me venir en tête, c'est que peut-être que ça répond pas du tout à la question. Ça, je trouve, que je suis complètement hors sujet, mais je m'excuse par avance. C'est que tu vois, j'ai commencé le sport principalement dans un objectif de me sentir bien, de gagner confiance en moi, de développer un physique dans lequel je me plaisais. Et plus les années ont passé, et plus ce truc-là, il a vraiment changé pour laisser place vraiment au côté santé, bien-être, euh, psychologique, mental. Et voilà. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est aussi, tu vois, en fait, beaucoup de personnes commencent avec cet objectif-là d'améliorer leur physique, de gagner confiance en eux. Euh, et il y en a beaucoup qui arrêtent en cours de route parce qu'ils se retrouvent pas dans le schéma classique d'aller à la salle, de faire de la musculation, de voilà, peut-être paraître pour un mec un peu égocentré. Euh, mais c'est ok. Et si jamais aujourd'hui c'est votre cas, je pense que il y a 1000 possibilités pour que vous preniez plaisir, que vous preniez soin de votre santé, de votre bien-être mental, autre que en soulevant des poids, en faisant de la calisthénie, du streetlifting, du hand balancing. Il suffit de trouver en fait l'activité dans laquelle tu t'épanouis. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un truc dans lequel tu t'épanouis, une activité physique dans laquelle tu pourrais prendre plaisir. Et finalement, c'est ça le plus important, tu vois, le message derrière, c'est juste prenez soin de votre santé parce on en a que une et c'est probablement le truc le plus précieux qu'on ait à l'heure actuelle. Donc moi, ça me fait mal au cœur de voir un petit peu, et j'étais dans cette situation-là il y a quelques années, mais de voir des personnes qui font tout l'inverse et qui s'auto-sabotent, qui se détruisent, tu vois, ça, c'est triste. C'est triste à voir et j'espère que le courant, je pense qu'on est en bonne voie aussi, hein, le courant de pensée général et les enseignements vont changer pour que la santé soit vraiment au centre de nos priorités plutôt que d'autres trucs futiles qui servent à rien et qui détournent notre attention, quoi. Donc voilà, je sais pas si ça répond vraiment à ta question initiale, mais c'est ce que ça m'a inspiré. Non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est cool. J'aime beaucoup cette vision-là et c'est vrai que j'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve que ça résume bien, ça La résume, situation actuelle, ouais. ouais, ou même pas, ou je trouve, enfin, en tout cas, ça me parle, tu vois, ça me parle ce que tu dis, et je rajouterai rien à ça. Je trouve que c'est un beau mot de fin. Je sais pas si toi, il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter, certaines choses que tu voulais peut-être aborder, que t'as eu l'idée pendant l'échange, et puis qu'au final, ça a pas été dit. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là.
Ça fait quoi? Ça fait 1h45 qu'on parle, un peu moins peut-être? Ouais, 1 h 30, ouais. Une Ouais, heure et on a demie, je fait un pense. bon tour, on a parlé un petit peu de mon passé, de street lifting, on a parlé du fait de devenir un athlète complet, on a parlé un petit peu de santé. Non, c'est cool. Je pense qu'on a fait un bon tour des sujets importants qui résument un petit peu mon profil et ce que j'essaie de Mmh. propager comme information. Donc, très cool comme conversation. Bah, écoute, en tout cas, merci. Moi, j'ai hâte du coup qu'on se rencontre pour cette fois-ci, peut-être partager un peu plus de moments, entraînement comme tu dis, manger, parler, parce que c'est vrai que là, du coup, c'était assez furtif et puis bon, toi, tu avais d'autres choses à faire, tu étais venu en mission donc c'était particulier mais écoute, on aura très certainement l'occasion. On est quand même pas très, très loin maintenant donc Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Et comme je t'ai dit, moi, je suis de plus en plus en mode, enfin, friand des expériences, en fait, et de partager des moments. Donc, j'aimerais bien, tu vois, rassembler régulièrement un groupe de 5 à 10 mecs ou femmes, hein, d'ailleurs. Je dis mecs parce que c'est ce qui est principalement, enfin voilà, c'est plutôt des mecs qu'on voit sur les réseaux, mais tu vois, et juste s'entraîner, passer des bons moments, comme j'ai mmh. dit tout à l'heure, quoi. Vivre des vraies choses. Donc, il faut que ça voie le jour. Plus il y a les beaux jours qui arrivent là, moi je t'avoue que je suis en train de péter les plombs avec, l'hiver qui dure, Ah ouais, les ouais, beaux bah, jours vont arriver, je ça va comprends. chauffer les entraînements dehors et moi en tout cas je suis super chaud, un de ces 4, Eh me ben, tu sais prendre un quoi? train et puis On va faire débarquer, ouais. ça. Je vais Mmh. t'inviter à la maison. Tu vas venir passer une semaine à la campagne et on va faire des handstands et on va jongler. Non, mais ouais, plus sérieusement, c'est un truc faut Mmh. vraiment qu'on mette en place. Ouais, carrément. Mm. Bah, écoute, merci. Bah, merci à toi, Martin. Je mettrai, toutes tes informations, en description pour que les gens puissent te retrouver Yes. et puis, bah, à très vite Alexis, merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Yes, ciao.